Dernier retour d'expérience de la journée. On va se rapprocher, un petit peu du territoire, de la région. Pour cela, j'appelle Ludovic Chéniaud, qui est directeur du bureau d'études Sigma Lynx. Merci de l'accueillir. Ah, j'ai un doute. Michael, vous aviez utilisé quel numéro? C'est lui. Donc le 5 n'a pas servi. Donc allez-y en confiance. Bonjour Ludovic Chéniaud. Vous allez nous parler d'un projet d'aménagement. Notamment au sein du projet Euroméditerranée à Marseille, qui s'appuie sur un autre projet, qui, en tout cas, dont vous avez pu bénéficier d'un autre projet préalable pour le mener. Donc, même question, précisez-nous de quel projet il s'agit, pourquoi le BIM, comment le BIM, et enfin, votre retour d'expérience. Okay. Je peux manipuler la présentation si ça vous arrange, ou je vous donne la zapette. C'est à gauche-droite. Droite pour avancer. Okay. Plutôt vers le PC, pardon. Donc bonjour, Ludovic Chéniaud, bureau d'études Sigma Lynx. Alors je vais d'abord présenter le bureau d'études. Donc on est un bureau d'études spécialisé dans la maquette numérique dans le BIM. On est basé en France sur Aix-en-Provence et également sur Paris. On est un bureau d'études tout corps d'État. Donc on fait du BIM aussi bien pour le bâtiment que pour le génie civil et que pour l'infra. Quelques opérations en infra génie civil. Donc actuellement, on est bien sûr sur le Grand Paris, gare Étoile, gare de Lyon, également T2A, T3A, bassin d'Austerlitz. On est également sur des projets plus proches de la région, donc avec le projet Arinque, aussi la bretelle Beau Soleil. Sur des projets à Monaco, on travaille sur l'extension en mer de Monaco, sur les caissons, notamment au niveau du génie civil. Voilà. On est également sur des projets en Angleterre, HS2C1, la ligne grande vitesse, qui part vers Birmingham. Et voilà. Et d'autres projets aussi en international. On est un groupe en international. Donc on a des projets en Asie, Hong Kong, Australie. Donc voilà. Et après, bien sûr, dans le bâtiment également. Mais on va rester sur tout ce qui est infra particulièrement. Donc le projet ILO Arinque à Marseille. Donc c'est un projet, c'est un... Ah, c'est ici. Ah voilà, je vais aller trop vite. Donc c'est dans le cadre de l'Euroméditerranée, je ne sais pas si vous savez, donc c'est le grand quartier qui est situé entre la tour, donc si vous voyez la tour CMA, le Vieux-Port, et puis qui va jusqu'au puces de Marseille. Donc c'est, je ne sais plus combien exactement d'hectares, mais c'est quand même assez grand. Et donc il y a vraiment, donc c'est une grande ZAC. Et donc, Euroméditerranée, dans ce cadre-là, développe des quartiers. Donc, c'est à l'échelle du quartier. Et donc, pour le projet Arinque, donc c'est un projet de 19 000 m² au niveau de l'infrastructure et environ 2000 logements. Et donc, le maître d'ouvrage, c'est Euroméditerranée, donc l'établissement public d'aménagement de toute la zone. La maîtrise d'œuvre Aegis, l'entreprise d'exécution, donc c'est Razelbeck. Et nous sommes le bureau d'études d'exécution en BIM. Donc nous, notre mission, alors quand on est arrivé sur le projet, le maître d'ouvrage avait une intention de mettre en place le BIM au niveau de l'infrastructure. Donc bien sûr, ça va être un projet qui est donc à l'échelle du quartier, donc pour le développement aussi de tous les bâtis. Et donc la première étape, c'est l'aménagement de l'infrastructure. Donc ils voulaient mettre en place le BIM, donc ils ont commencé à travailler en maîtrise d'œuvre avec Aegis pour la mise en place du BIM. On était plutôt dans une modélisation, vraiment le tout début. Et donc, dans leur cahier des charges, il était demandé de les accompagner pour ce projet pilote, pour vraiment mettre en place le BIM à l'échelle de l'infrastructure, pour après transmettre pour les bâtis, pour les bâtiments, l'ensemble des maquettes numériques à l'échelle du quartier. Donc, voilà. Donc, quand on est intervenu, qu'est-ce qu'ils voulaient exactement? Donc, ils voulaient mettre en place le BIM pour tout ce qui était gestion de projet, tout ce qui était la coordination et aussi profiter de la communication et la maquette DOE, donc ça c'est la maquette finale qu'on va transmettre, et des idées pour la maquette maintenance-exploitation. Donc ils voulaient qu'on les accompagne. Donc dans ce cadre-là, on a travaillé avec eux, on a écrit le cahier des charges BIM, la convention BIM. Donc on avait déjà des données d'entrée de la part d'Aegis qui avait commencé à rédiger un document.
Donc nous, on a une grosse expertise parce qu'on travaille notamment en Angleterre sur des gros projets de quartier. On a travaillé également sur Singapour. Donc on avait quelques expertises avec tous les projets internationaux que l'on a. Et donc on a apporté cette expertise et donc essayé de mettre en place le BIM à l'échelle du quartier. Donc les principaux objectifs, donc vous les voyez ici, on les a traduits au niveau des usages. Donc c'est tout ce qui est, donc je vais passer assez vite, mais voilà, si vous pouvez les lire, mais c'est tout ce qui est performance de conception. Donc c'est travailler autour d'une maquette numérique, pouvoir faire tout ce qui est la production des plans et faire la coordination, maîtriser les coûts. Donc ça c'est avec tous les quantitatifs, aide à la décision pour bien sûr aider les réunions, support de communication comme on en a parlé, et la maquette DO, la maquette maintenance, qui sont des sujets qui sont vraiment en l'air du temps, et notamment pour l'infrastructure. Voilà. Donc, le BIM, on l'aime. Donc, nous, alors, on parle des niveaux. Donc, nous, comme on prenait l'ensemble, on a modélisé l'ensemble. Donc, on peut dire qu'on était en niveau 3, parce qu'on travaille en interne. Donc, c'est très facile. On travaille vraiment simultané avec l'ensemble des maquettes. Mais vis-à-vis de la maîtrise d'œuvre, on est plutôt en niveau 2. On échangeait régulièrement les maquettes avec eux. L'idée, c'était vraiment de collaborer ensemble, parce que c'était vraiment un projet pilote. Donc, pour ça, on a, par rapport aux objectifs, comment ça s'est traduit? Parce que ça, on parle d'objectifs principaux généraux, donc dans les cahiers des charges. Et donc, en tant que BIM manager, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a défini quels étaient les moyens et les outils qu'on allait mettre en face de chaque objectif. Parce que souvent, on parle des objectifs BIM et des usages, et puis on s'arrête là. Mais vraiment, on a essayé de mettre quelque chose de très concret. Donc voilà, donc par rapport, si j'en prends un, voilà, c'est-à-dire que par rapport à la coordination, ça veut dire qu'on va compiler les maquettes ensemble, on va travailler avec des logiciels de visualisation pour détecter les conflits. Donc voilà, donc ça c'est un des outils. Ou pour les quantités, pour pouvoir maîtriser les coûts, on va faire des extractions sous Excel et pouvoir comparer les quantités. Donc voilà, c'était de mettre quelques outils et vraiment les moyens. On est resté très humble, on n'a pas essayé d'aller chercher des objectifs et puis des outils très compliqués, mais plutôt vraiment d'essayer de mettre des outils qui étaient adaptables aussi aux équipes travaux. Donc c'était très important qu'ils puissent être aussi partenaires dans cette démarche. Donc après, on a défini ensemble le niveau de responsabilité et puis l'organigramme des différents acteurs. Donc ça, c'est souvent ce que vous retrouvez dans les conventions. Mais c'est quelque chose qui a été travaillé et vous voyez que l'entreprise est incluse dedans. C'est-à-dire que ce n'est pas un processus BIM qu'on met en place entre nous, BIM manager et tout. C'est vraiment l'entreprise. On a voulu l'associer à cette démarche. Donc, au niveau de l'organisation des maquettes, donc ça c'est quelque chose qui est clé. Avant de démarrer, on a vraiment travaillé sur l'organisation des maquettes. Donc on a travaillé sur plusieurs maquettes, une maquette existante et après des maquettes en fonction des différents lots. Et l'ensemble des maquettes était regroupé dans une maquette centrale. Alors maintenant on est en train de changer le mot parce que maquette centrale, c'est un autre, on pense tous à autre chose par rapport notamment au logiciel Autodesk. Donc c'est plutôt maquette projet qu'on dit. Donc, et dans cette maquette projet, elle est vide. Ça veut dire qu'en gros, il n'y a que les filets niveaux, il n'y a que les éléments principaux, mais elle est complètement vide. Elle permet juste de faire le lien avec toutes les maquettes. Et c'est dans cette maquette qu'on fait toute la coordination et qu'on va travailler. Voilà. Et après, on attache les maquettes que l'on souhaite dans cette maquette projet. On a travaillé beaucoup sur le niveau de développement. Parce que c'est bien, on va modéliser, mais on se dit, mais quel niveau de développement? Quel est, pour chaque objet, quel est le niveau géométrique qu'on a besoin? Alors, vous savez, on parle souvent des LODs. Alors, en plus, c'est un terme anglais, donc c'est un petit peu compliqué parce que le LODs, c'est égal au LOD plus LOI. Donc, vous allez dire, je l'ai employé 2 fois, mais pas tout à fait. Le LOD, c'est le Level of Development. C'est égal au Level of Detail plus Level of Information. Alors, c'est la géométrie et les paramètres. Donc, LOD, c'est la géométrie et les paramètres. Donc, on a travaillé avec la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage pour définir quel était le niveau de géométrie qu'ils avaient besoin pour les différentes phases. Donc là, vous voyez la phase APS, APD, Pro et jusqu'à l'Exé. Donc on a défini un petit peu les niveaux. Et également, donc ça c'était pour tout ce qui est géométrie, et tout ce qui était paramètres, les paramètres que l'on souhaitait avoir. Alors vous avez automatiquement tout ce qui est les paramètres de dimension, tout ce que vous avez dans les logiciels, mais on a créé des paramètres spécifiques. Et le souci que l'on a aujourd'hui par rapport à l'interopérabilité entre les logiciels, c'est surtout les codifications. Et en réalité, quand on va parler la maintenance, on travaille énormément, nous, en Angleterre, avec COBIS Parameters. On travaille également sur Singapour aussi au niveau de la maintenance. Et ce qui est très clé, ce qui est vraiment clé, c'est que ce n'est pas d'aller renseigner des centaines de paramètres dans la maquette.
parce que derrière, les mainteneurs, ils n'ont pas forcément confiance, et en plus, il va falloir toujours aller les ressaisir, et donc il va falloir des experts pour intervenir. Ce qui est très important, c'est d'identifier et codifier les objets. Une fois qu'on les a identifiés et codifiés, après on peut aller rajouter le maximum de paramètres que l'on veut, c'est des tableurs Excel qui se parlent entre eux, et donc ça fonctionne très bien. Mais pour ça, il faut une codification qui est bien spécifique. Alors les Anglais, ils ont mis en place les COBIS, donc ça veut dire qu'ils ont, si on veut mettre le numéro de série, si on veut mettre le matériau et tout, tout est bien codifié et tout. En France, ce n'est pas encore vraiment le cas. Alors après, l'Angleterre, c'est que c'est des tableaux qui font des pages et des pages. Est-ce qu'on les suit vraiment? Ce n'est pas tout à fait le cas. Donc ce qu'on a voulu, c'est mettre justement les éléments clés seulement et de définir l'objet. Donc on a défini EPAEM qui est l'opération, et après on a mis tout en majuscule, sans pluriel et tout, le système et le sous-système. Voilà. Et donc l'idée c'était vraiment d'avoir une codification assez simple et qui soit intuitive pour le modeleur. Alors ça j'insiste, on est BIM Manager, mais on fait aussi beaucoup de modélisation, les uniformates et tout ça. C'est pas intuitif pour les modeleurs. Et donc, il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de contrôles. Donc là, on a essayé de mettre une codification simple, intuitive pour les modeleurs, pour pas qu'il y ait d'erreurs. Pour éviter que, voilà, quand on met matériaux couche 1, on sait vraiment que c'est des matériaux qui vont dans la couche. C'est pas un code qui veut rien dire. Et ça, c'était très important parce que sinon, il y a un contrôle à faire qui est très important. Donc, on a essayé, voilà, de travailler sur ces éléments avec la maîtrise d'œuvre. Le projet. Donc, le projet, vous pouvez le voir ici. Donc, c'est vraiment un quartier. On est quand même sur sur 19 000 m² également de voies. Donc, l'avantage qu'on a eu sur ce projet, c'est qu'il était phasé. Donc, on a pu travailler en phase. Pourquoi? Parce que les équipes travaux n'ont aucune expérience, n'avaient très peu d'expérience en BIM et étaient très frileuses avec le BIM et surtout sur la qualité des rendus. Donc, ce qu'on a fait, première étape, ils ont fait classique. Ça veut dire qu'ils ont travaillé en 2D. On leur a fait leur plan en 2D et tout, avec, comme on faisait d'habitude et tout. Donc c'est le plan que vous voyez hop, donc à votre gauche. Après, donc, à partir de là, notre objectif c'était de leur démontrer qu'on était capable d'avoir les mêmes rendus en BIM. Donc on a fait une maquette numérique sur les bases des plans qu'ils nous ont donnés, et après on a sorti des extraits des plans. Une fois qu'on a validé ça, on a travaillé sur les rendus, sur les épaisseurs de traits et tout. Donc une fois que ça a été validé, on est passé à l'étape 2. Donc, rappelez-vous, l'étape 2, ça correspond à quoi? Hop, je reviens là. C'est comme on a 5 phases. En gros, la zone 1 elle a été faite de façon classique. Donc la zone 1, c'est en jaune. Et puis la zone 2, la zone 1, pardon, c'était en rouge. Et la zone 1, c'est en jaune. Et on l'a faite. Donc la zone 1, on l'a faite en classique et le BIM après. Alors que la zone 2, on a vraiment fait du BIM, on a extrait les données. Donc, ça nous a à votre initiative ou c'était finalement dans le... Le truc, c'est que le chantier démarrait très vite, ouais. Donc il fallait modéliser tout l'existant. Et donc, par rapport au délai, c'était compliqué. Et il y avait vraiment une réticence par rapport aux qualités des rendus de la part des équipes travaux. Mais il y avait un engagement volontaire du BIM, et donc c'est pour ça qu'on a décidé de le faire en 2 étapes. Et ce que je pense, c'était une bonne approche. Alors, quand on peut se permettre, hein, des fois on ne peut pas se permettre, malheureusement, de travailler en plusieurs étapes. Donc voilà, donc la deuxième étape, on a modélisé l'ensemble. Alors ce qui a été compliqué, c'était la modélisation de l'existant. Parce que vous imaginez bien, on a des plans DOE qui sont faits à la main, il y a des relevés à gauche, à droite, il y a quelques plans AutoCAD, il y a quelques relevés. C'est ça qui a été très compliqué. Mais la modélisation de l'existant nous a permis de détecter les zones qui étaient mal sondées ou qui étaient incohérentes avec les relevés que l'on avait. Et c'est ça qui était vraiment intéressant, c'est que on peut se dire, ouais, la modélisation de l'existant, c'est assez simple, mais quand on va dans un bâtiment, c'est simple. On va prendre un scan, on fait un coup de scan, et puis on arrive à voir l'existant, ou on fait un relevé classique par un géomètre. Les réseaux, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, la modélisation nous a permis de lever toutes les incohérences des réseaux existants entre eux. Je ne parle même pas du projet, là, pour l'instant. Et ça a été vraiment quelque chose d'assez intéressant. Voilà. Donc, c'est là où on a détecté, on a fait énormément de travail et tout, donc sur la coordination des réseaux existants. Et bien sûr, après, une fois qu'on a modélisé tous les réseaux nouveaux, bien sûr, on a fait toute la coordination. Donc là, vous voyez les conflits avec les différents réseaux qu'on a pu détecter, mais également avec des aménagements en surface. Voilà, donc ça a été un outil de coordination quand même assez puissant parce qu'on a pu détecter et éviter tous les risques. En zone 1, ils avaient travaillé de façon classique. En zone 2, avec le BIM, et ils nous ont clairement dit qu'ils avaient vu une amélioration. Ça veut dire qu'au niveau du gain sur le chantier, ils ont vraiment eu une grosse amélioration parce que, bien sûr, tous les sujets, on les a anticipés. Alors, bien sûr, il y en a eu d'autres qui sont intervenus sur le chantier, mais il y a eu, au niveau de la conception, au niveau des réseaux, ils ont vraiment eu un gain assez intéressant.
Donc bien sûr, on a sorti tous les plans. Donc là, vous avez des plans des réseaux, des plans d'aménagement qui sont sortis. Donc vous avez, vous voyez, souvent on parle des rendus BIM qui ne sont pas d'aussi bonne qualité que les rendus qu'on avait avant. C'est pas vrai, hein, c'est juste, il faut juste travailler et on arrive à avoir des choses très précises. On a fait de la com, bien sûr. Donc voilà, quelques rendus que vous pouvez avoir au niveau des réseaux ou au niveau de la surface. Donc ça, c'est des choses qui se font maintenant assez facilement avec l'ensemble des outils. Voilà. Donc alors, il y a une petite vidéo, normalement, qui doit se lancer, qui vous montre la maquette. Voilà. Donc le projet est en cours, parce qu'aujourd'hui, on est à la zone 3, donc il nous reste encore 2 zones. Donc c'est pour ça que vous ne verrez pas tout qui est modélisé. Donc on va voir l'ensemble du projet. Donc là, vous avez le projet. Alors les bâtis, c'est des bâtis qui sont, pour l'instant, ils ne sont pas conçus encore, parce que le terrain, c'est un terrain qui est assez vide. Hein, donc c'est le prospect des bâtiments futurs. Vous pouvez voir un petit peu l'ensemble. Bon, voilà, donc vous voyez, on a vraiment modélisé l'ensemble des aménagements, hein, que ce soit les bordures, les panneaux, on est allé jusqu'au Bordeaux, la signalétique au niveau des routes, les arbres. On n'a pas été modélisé l'ensemble des types d'arbres, mais on pourrait très bien le faire, hein, mais ce n'était pas la finalité. Mais vous voyez, on a modélisé l'ensemble des équipements d'aménagement en surface. Donc voilà, avec même, vous voyez, au niveau des panneaux, il y a l'écriture et tout, et c'est vraiment modélisé, c'est extrait de la maquette. Hein. Donc tout ce travail se fait, voilà. Et on a modélisé aussi tout ce qui était surface existante, ce qui nous a permis de connecter l'existant avec le futur pour toutes les zones de connexion. Donc ça, c'était assez intéressant, et de voir avec les volumes de terre les zones qu'il fallait escaver ou qu'il fallait remblayer. Donc il y a eu un travail aussi qui s'est fait là-dessus. C'était assez intéressant. Alors on a travaillé, juste pour faire une parenthèse, on a travaillé avec non pas avec des volumes de terre et tout, mais on avait plutôt une feuille et on a pu comparer les connexions entre les éléments. Voilà, parce que ça dépend du logiciel que vous utilisez pour la modélisation. Et le logiciel qu'on utilisait n'était pas forcément un logiciel adapté pour le calcul des volumes de terre. Donc là, vous voyez l'ensemble des réseaux. Donc vous voyez que c'est quand même assez... il y a vraiment beaucoup de réseaux. Des gros réseaux qui sont des réseaux existants et tout. Et donc, toute la coordination... Désolé, j'ai fait ce matin la vidéo parce que comme je sais que je pensais le faire en direct, mais je ne pouvais pas. Donc vous voyez l'ensemble des réseaux. Normalement, on va voir vous allez voir en bleu, voilà, les réseaux neufs, et tous les autres, c'est des réseaux existants. Donc voilà les réseaux existants, donc ils sont vraiment importants. Donc il y a des réseaux qui sont abandonnés, des réseaux qui sont gardés. Si c'est pas connecté, c'est normal, c'est parce que c'est la zone qu'on n'a pas encore faite. Voilà, ne vous inquiétez pas, ça va être connecté. Voilà. Donc là, vous avez un petit peu l'ensemble. Voilà un petit peu le projet dans sa globalité. Donc ça, c'est une zone. Et donc, il y en a 5 comme ça. Donc là, on est vraiment à l'échelle d'un quartier. Hein. On peut accéder à l'autre. Ouais, encore. Voilà. Donc, le retour d'expérience, donc la qualité des plans, ça a été validé. Ça nous a permis d'avoir une vraie coordination, comme je vous l'ai expliqué, et donc de maîtriser les risques sur le chantier. Et ce qui est quand même une des grandes finalités de la maquette, de la coordination. Ah oui, c'est vrai que je peux le faire. Hop, hop. Le retour d'expérience, c'est que, voilà, bon, on a des logiciels, il faut s'adapter avec les logiciels. Donc, on a choisi des logiciels qui pouvaient être exploitables à l'échelle du quartier. Là, les photos que vous voyez, c'est un autre projet qu'on a fait en Angleterre, dont il y a une animation. Et là, vous allez voir tout à fait l'intérêt un petit peu de la maquette. Qu'est-ce qui va se passer dans la maquette qu'on est en train de faire? Donc, on peut lancer. Donc, elle est assez rapide. C'est qu'en réalité, tous les réseaux du quartier vont se connecter au bâtiment. C'est ça la finalité. Donc là, c'est un projet qu'on a fait à Londres, qui est Lambton Road. Et donc, on a modélisé l'infra et on a connecté à l'ensemble des bâtiments pour faire toute la coordination. Donc voilà. Donc ça, c'est le type de projet qui va partir de l'infra et qui va aller après vers les projets de bâtiments, de bâtis, et ils vont s'en servir pour se connecter. Et c'est là que tout est la force. En réalité, on parle de projets d'infra, de bâtiments, mais tout est lié en réalité. Donc, exactement. Là, vous avez exactement. Là, pour l'instant, on est dans de l'infra.
Et là, vous allez voir, je vais tourner la maquette et on est complètement. Donc là, voilà, on est dans l'organisation avec des regards, et là, vous voyez, vous avez toutes les connexions. Donc tout l'infra des bâtiments sont modélisés, ils sont connectés. Et voilà. Ce que l'on fait de toute façon, voilà. Et vous avez des zones qui sont quand même assez compliquées, voilà. Vous voyez l'ensemble. Donc voilà l'intérêt vers où on va aller sur ce projet pour après faire la maintenance à l'échelle du quartier. Donc aujourd'hui, on est vraiment à l'échelle d'un quartier et Euroméditerranée veut vraiment répondre à ça. Et ce projet est un projet pilote. On travaille sur d'autres projets, Château-Gombert aussi, à Marseille et tout. Et on se sert de cette référence comme étant la base. C'est le projet pilote pour l'ensemble de la région à Marseille. Ce que nous disait Paul Nativa tout à l'heure, il faudrait modéliser l'ensemble finalement. Là, c'est ce qui a été fait sur le quartier. Tout à fait. Ouais. Et donc, on va y arriver. On scannera l'ensemble. Voilà. Ok. Donc, au niveau des blocages, en réalité, c'est le sujet des exports IFC. Parce que, bon, on le sait, les logiciels ne jouent pas tous le jeu. Et malheureusement, on n'a pas des mêmes qualités d'IFC. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place une codification spécifique qui, elle, ne peut pas être manipulée par les IFC. C'est ce qui nous permet après l'exploitation. Les liens entre l'infra et le bâti, c'est la clé. Parce que, voilà, faire un infra tout seul, c'est bien, mais la finalité, c'est à l'échelle du quartier. Bon, nous, l'avantage, c'est qu'on était un seul acteur, parce que dans mes équipes, on modélisait l'ensemble, donc on était en niveau 3, donc c'est sûr que ça a amélioré facilement le dialogue et la discussion. Voilà. Et des connexions avec les... Ce qui est important, c'est d'associer les équipes travaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les équipes travaux, donc c'est vraiment une pédagogie qu'on essaye de mettre en place et de les amener vers l'outil BIM. Et c'est vraiment ça la clé. Donc je pense qu'aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage, les maîtrises d'œuvre, les bureaux d'études comme nous, on en est convaincus. Mais il faut aussi accompagner les équipes travaux. Je pense que c'est vraiment important parce que derrière, s'ils ne voient pas une finalité dans l'outil BIM, ça va être compliqué après de l'emmener jusqu'au DOE, la maintenance. Donc aujourd'hui, nous, on a une vraie pédagogie à travailler avec les équipes travaux, leur montrer l'intérêt et garder leurs outils qu'ils ont et comment on peut les intégrer dans notre maquette. Donc ça, c'est un gros travail que l'on fait régulièrement. Et je pense... voilà, bon, les conditions de réussite de ce projet, c'est que c'était une phase test, donc projet pilote, donc on a pu travailler en phase. Voilà. Et puis après, bon, ben voilà, les perspectives, c'est la gestion au niveau du quartier. Et pour l'entreprise, ça a été une gestion de risque avec un outil de coordination vraiment performant. Voilà. Alors, on va peut-être prendre 2, voire maximum 3 questions, s'il y en a. Est-ce que vous avez des questions à poser? Moi, j'étais impressionné par la représentation de l'existant. Et je me demande le travail que ça a dû demander d'avoir, quand on voit nous, pour une rue, les soucis qu'on a avec les maîtres d'ouvrage, pour obtenir les investigations. Et c'était que on avait quelques éléments qui étaient modélisés par Régis, mais les 3 quarts des plans, c'est des plans à la main. Donc il a fallu un petit peu interpréter, associer les uns avec les autres. Donc c'est un gros travail et c'est encore le sujet. Aujourd'hui, voilà, l'existant, c'est vraiment la clé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voudrait tous avoir le quartier qui est déjà modélisé en existant. Mais c'est vraiment la clé. Ça nous a représenté, rien que pour modéliser l'existant, on a passé 2 mois avec 4 projeteurs, rien qu'à modéliser l'existant. Et ils sont toujours dessus en train d'ajuster en fonction de l'évolution du chantier parce qu'ils découvrent à chaque fois qu'ils progressent, ils ajustent les données que l'on a. On reviendra à la grande note dans 5 ans, on verra si la grande note est modélisée intégralement, comme on disait. Oui. Alors aujourd'hui, très peu, voire même pas. Donc qu'est-ce qu'on met en place? C'est pour ça que je vous disais, une sorte de codification qui est open. Ça veut dire qu'on a mis une codification qui nous paraît intuitive et par rapport à la modélisation avec, je dirais, 4, 5, 6 grands paramètres par objet, mais c'est open. Par exemple, si on a mis le nom, je ne sais pas moi, pour un regard RGT
parce que voilà, on veut l'appeler comme ça. Si l'exploitant il veut changer la codification, il utilise un tableur Excel avec une macro et puis il va mettre le code qu'il veut. Et il peut rajouter tous les paramètres qu'il veut. Ce qui était la clé par rapport à la maintenance, c'est de dire on identifie les objets et on les localise. Après, on met les paramètres principaux parce qu'on en a besoin en conception, mais après on pourra faire ce qu'on veut. Après, une fois qu'ils sont identifiés et localisés, on sait faire les filtres. Et après, on sait rajouter tous les paramètres, toutes les données d'entrée que l'on veut. C'est des tableurs Excel et c'est très très facile. Autre question ? Répétez. Attendez. Combien de fichiers RVT ont été générés ? Une maquette existante et une maquette des réseaux humides, une maquette des réseaux secs par zone, donc x5, plus une maquette d'aménagement x5. Donc vous êtes à 25, et une maquette existante, vous êtes à 30 maquettes. Et une maquette globale, projet qui regroupe l'ensemble, qui est vide et qui vient appeler tout le monde. Donc voilà, une trentaine. Une autre question ici. Ouais, c'est une question sur la capacité des ordinateurs. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit la problématique, c'est aussi la gestion 3D sur les ordinateurs. Aujourd'hui, les maquettes, ça pèse beaucoup de gigas et souvent les ordinateurs ne sont pas assez puissants, quoi. Donc souvent la maquette est partagée. Non, on n'a pas vraiment de soucis avec les ordinateurs aujourd'hui. C'est plutôt les cartes graphiques qui rament un petit peu. Donc non, vis-à-vis des capacités, on découpe les maquettes en conséquence. On veut avoir des maquettes qui sont inférieures à 250 mégas. Pourquoi ? Parce que s'ils crachent, Autodesk normalement doit pouvoir nous aider pour les récupérer. Mais aussi c'est pour manipuler les maquettes. Donc on essaye de rester dans cette envergure et après on fait que appeler les maquettes. Donc après c'est la carte graphique. Donc dans ce cadre-là ça fonctionne. Voilà. Très bien, merci beaucoup Ludovic Chéniaud. S'il y a encore des questions, on reviendra vous voir juste après. Merci encore.